Bien. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble de quelle manière la droite et la gauche s'entendent, alors je vous rassure, hein, dans notre cerveau et dans un contexte de créativité. Bon, c'est particulier, vous comprenez. Hein. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que la créativité? Bien entendu, comme l'intelligence est un concept assez flou, hein, et très diffus. Il peut y avoir plein de définitions, mais tout de même, on s'accorde maintenant pour penser que, ensemble, la créativité, c'est la capacité à concevoir des idées originales, uniques, inhabituelles et nouvelles, particulièrement pertinentes et adaptées à un objectif particulier. Par exemple, le dessin artistique, hein, créer le beau, c'est une activité particulière créative. D'accord ? Le cerveau humain peut, vous le savez, recréer le monde, hein, en imagination comme en réalité. C'est sa potentialité la plus élaborée et c'est le niveau d'intégration le plus élevé et c'est ce dont on va parler ce soir, la connectivité fonctionnelle s'est développée le plus récemment au cours de l'évolution. Alors, je vous le dis et puis je vous le prouve. Voilà, c'est une magnifique étude menée par Jean-Jacques Hublin avec le Max Planck Institute. Ils ont réuni, ces chercheurs, plusieurs dizaines de crânes d'Homo sapiens, de moins 300 000 ans à nos jours. Et grâce à ces crânes de bonne qualité, hein, si je puis dire, ils ont fait un scanner et ils ont pu reconstruire le volume interne. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le crâne? Le cerveau. Et donc, ils ont vu de quelle manière le cerveau a évolué chez Homo sapiens de moins 300 000 ans à maintenant. Alors, comment a-t-il évolué? Ben, vous le voyez, plutôt dans les parties antéro-postérieures, vous voyez, c'est-à-dire, on va revoir ensemble, ne vous inquiétez pas, mais le lobe pariétal ici et le lobe frontal, et puis aussi une petite structure dont on découvre en fait les fonctions actuellement, c'est le cervelet qui est en arrière ici, et vous voyez que toutes les zones très colorées en vert sont les zones qui ont le plus développé, qui sont plus développées dans les moins 300 000 ans jusqu'à maintenant. Voilà, et là je parle de frontal et pariétal. Alors, évidemment, c'est pour le meilleur, voilà quelques exemples, hein. Ça peut être aussi pour le pire. Voilà, spéciale dédicace pour Elon et Donald. Alors, notre cerveau, il est constitué de 4 lobes qu'on va revoir ensemble et qui ont un rôle à jouer parce que, comme je vous l'ai dit, droite et gauche s'entendent, certes. En fait, hémisphère droit, hémisphère gauche ne cessent de se parler. Okay, et c'est grâce à ce dialogue permanent que, entre autres, la créativité peut s'exprimer. Donc l'idée, vous voyez, de cerveau droit, cerveau gauche, c'est faux, hein, ensemble. Alors, en premier lieu, le cortex dit occipital, c'est là où arrive l'information visuelle. On verra tout à l'heure que quand on crée, on va utiliser les informations qui ont été stockées. Donc visuel, ça arrive en occipital, derrière. Hein. En pariétal, ici, sur le côté, eh bien, ce sont les informations sensitives, c'est-à-dire la position dans l'espace et le tact. Hein. Ça arrive ici en région pariétale. En région temporale arrivent assez logiquement, anatomiquement, les informations auditives. Et puis, ce qu'on ne voit pas ici, mais à l'intérieur du lobe temporal, il y a une structure très importante ici, là, de chaque côté. On va en reparler. Ce sont les hippocampes de chaque côté et qui ont un rôle majeur pour enregistrer les informations. Donc tout ce qui nous arrive dans le monde, de toutes les informations qui nous arrivent du monde et toutes nos expériences vont être stockées dans les différentes zones cérébrales grâce à l'hippocampe et puis vont pouvoir être restituées quand on en a besoin, pour créer par exemple. Alors, il faut un chef d'orchestre, il y en a un, eh bien, c'est le lobe frontal qui est en avant, et c'est celui, vous voyez, qui, avec le lobe pariétal, c'est le plus développé dans les moins 300 000 ans jusqu'à maintenant. Alors, c'est le directeur, en fait, en quelque sorte, ou la directrice, comme vous voulez, c'est le chef d'orchestre, hein, le lobe frontal. Lui, il s'intéresse à toutes les informations qui sont ailleurs, et il les met en musique, en quelque sorte. Hein. Alors, si vous coupez le cerveau dans le sens horizontal, on appelle ça une coupe axiale, vous voyez qu'il y a des neurones en surface, c'est le cortex que je vous ai présenté, mais il y a aussi des neurones en profondeur. Et ceux-là, ils ont un rôle majeur. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle les neurones centraux, parce que, vous voyez leur forme ici en 3D, ces structures-là servent à tout ce qui est automatisme. C'est tout ce qu'on apprend et qui fait, on y reviendra, qu'on est expert. Vous êtes expert, j'espère l'être un peu en médecine, mais nous sommes experts grâce à eux. Et eux se déclinent d'un point de vue moteur, vous voyez, c'est ce qui est en vert, d'un point de vue cognitif, on appelle ça les circuits associatifs, c'est ce qui est en rose-violet, et puis d'un point de vue aussi émotionnel, motivationnel, c'est ce qui est en jaune, ce qu'on appelle le circuit limbique. Et vous voyez, en permanence, ces 3 circuits interagissent. Voilà. Et ils sont sous la dépendance pour les automatismes. Ils sont sous la dépendance et modulés aussi par une sorte de chef d'orchestre qui est
un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine et qui est fabriqué dans une structure qui est à la base du cerveau et qui est noire, qui s'appelle la substance noire. On y reviendra parce que la dopamine a un rôle essentiel dans la créativité. Ça donne envie, en fait. Voilà. Alors, d'un point de vue phénoménologique, on va voir les circuits tout à l'heure, hein, on va être dans le dur, hein, mais là, d'un point de vue software, on va dire, qu'est-ce que c'est que la créativité? Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs phases qui sont reconnues maintenant. La préparation. La préparation, c'est quand vous réfléchissez à vos expériences passées, vous voyez, je parlais des hippogrammes tout à l'heure, à tout travail créatif que vous avez réalisé précédemment, afin de vous préparer à utiliser votre créativité pour une nouvelle manière. Un point très important dans la créativité, c'est la nouveauté, hein, faire du nouveau. Voilà. Ensuite, la phase d'incubation. Alors, pendant la phase d'incubation, vous prenez du recul, sans travailler consciemment sur le projet, pour une période qui peut être prolongée. Hein. Il y a un très grand pianiste qui s'appelle Guy Lupati, il a mis 16 ans pour jouer et travailler la première partita de Bach. C'est la phase dite d'Archimède ou de Newton. Voilà, là vous êtes tranquille, pensez à autre chose. Mais votre cerveau, il fonctionne. Et c'est là où les idées parviennent à des moments ou des endroits inattendus. Pensez à la pomme. Alors, il est faux de croire que le repos, c'est l'oisiveté. D'accord? Le repos, ce n'est pas l'oisiveté. Et une très belle étude publiée en Nature, d'une part, et puis dans un autre journal d'excellent niveau, d'autre part, Cortex, et qui a montré que vous mettez des sujets sains devant un problème mathématique. Très bien, il faut le résoudre. Premier groupe, vous lui faites dormir. Dans la seconde étude, vous faites ce que vous voulez. Mind wandering, pensez à ce que vous voulez, on s'en fout. Les autres, vous les laissez sur le problème. Ah, allez, bossez. Eh bien, figurez-vous qu'au terme de la réflexion, 70% dans les deux études, après sommeil et après repos, 70% de ceux qui avaient dormi ou sommeil avaient des performances supérieures à ceux des autres. 70% d'amélioration, de performances meilleures quand on dort ou quand on se repose. Vous voyez, donc, le fait que le cerveau soit au repos, en fait, c'est à ce moment-là qu'il est créatif. Okay, et si vous restez sur votre truc, ben, vous ne trouverez pas, en fait. Alors, il y a des exemples hein, dans la créativité majeure. Moi, j'aime beaucoup Linus Monk. Eh bien, dans un reportage qui était fait en 1965, vous voyez ce que dit le journaliste, à toute œuvre en aspérité correspond à un personnage lisse et fuyant. Linus Monk, pour qui le sommeil semble une condition essentielle à la création. C'était un improvisateur de génie en musique. Eh bien, avant chaque concert, il dormait. Je ne dis pas qu'avant chaque examen, il faut dormir, mais sûrement aussi. Alors, après la phase d'incubation, la phase d'inspiration. C'est là où vous revenez au projet et les éléments de l'idée se rejoignent, en fait. Et c'est le moment d'essayer différentes variantes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience Eureka. Pensez à Archimède. Ah, toutes les idées arrivent ensemble. Ça y est, bingo, j'ai trouvé. Eureka. En grec, ça veut dire j'ai trouvé. Et puis ensuite, et c'est là, c'est un point essentiel à la créativité, hein, c'est qu'il ne s'agit pas de penser, d'avoir des idées nouvelles, il s'agit de les appliquer et de les produire. Et donc la phase de production a un rôle essentiel dans la créativité. C'est là où vous voyez que l'idée est bonne et nouvelle est bonne, et puis que vous la mettez en œuvre, que vous savez la mettre en œuvre. D'où l'importance, on va y revenir, vous voyez, des noyaux centraux, l'expertise. Sans l'expertise, pas de créativité. Alors, comment évaluer la créativité? Parce que c'est un concept, vous avez dit, qui est complexe, hein, qui peut toucher n'importe quoi, la musique, la cuisine, tout ce que vous voulez, la science. La littérature, eh bien, on a mis en évidence qu'une tâche particulière qui s'appelle Divergent Thinking permet de mesurer les qualités de la créativité. Et c'est bien corrélé avec la créativité dans la vie courante. Qu'est-ce que c'est que le Divergent Thinking? Ce sont des tâches qui mesurent la capacité à générer plusieurs solutions possibles à un problème, comme penser à de nouvelles utilisations pour des objets communs. Ce qu'on appelle des tâches d'utilisation alternative d'objets, comme celle-ci. Vous voyez, on montre un carton. Qu'est-ce que vous pourriez faire de ce carton autre chose qu'un carton? Voilà. Alors, il ne suffit pas d'avoir des idées étranges, hein, il faut aussi que ce soit pertinent. Donc, vous voyez, il y a les deux choses. Il y a la qualité, l'affluence, la qualité, le nombre de productions, mais aussi la pertinence. Deux choses. L'une ou l'autre ne suffisent pas. Alors, comment explorer les circuits cérébraux? Maintenant qu'on sait comment mesurer la créativité, comment explorer les circuits qui sont impliqués dans la créativité? On a, bien entendu, l'imagerie morphologique, c'est l'IRM, qui nous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, c'est que ça peut étudier le fonctionnement cérébral, non seulement l'anatomie, mais aussi le fonctionnement cérébral pendant au mieux une seconde, en moyenne. On va y venir, vous voyez, une seconde, en fait, pour le cerveau, c'est un océan. Alors, bien sûr, on voit très bien les circuits, voilà, dans les différentes coupes.
Mais on ne voit pas le fonctionnement, le dialogue des différentes structures dont je vous ai parlé, donc on va revenir ensemble là-dessus. Le dialogue de ces structures, on ne les voit pas en fait, hein, puisqu'on peut voir qu'en moyenne ce qui se passe en 1 seconde. C'est pour ça qu'on a inventé une machine qui s'appelle l'EEG de haute résolution, tiré de l'EEG classique, on utilise en épilepsie, en clinique, avec mes 24 électrodes. Ici, on a 256 électrodes. Donc, voyez, on résout l'équation qui était problématique pour nous, c'est d'avoir une excellente résolution spatiale, des zones cérébrales, et une excellente résolution temporelle, 1 milliseconde. Alors, vous n'imaginez pas ce qui se passe dans le cerveau en 1 milliseconde. Voilà, ici, vous avez un cerveau vu en EEG fonctionnel pendant 800 millisecondes, vous avez le temps qui se déroule ici, qui bien sûr est distendu, et pendant une prise de décision. Regardez les zones cérébrales qui se parlent pendant ces 800 millisecondes. Donc imaginez que quand vous regardez ça en lien fonctionnel, vous voyez ça en moyenne. Donc vous pouvez dire effectivement telle zone, telle zone, telle zone sont appliquées, mais comment elles se parlent, incapable. Avec le EEG haute résolution, oui. Voilà, donc il faut quasiment tout refaire avec cette nouvelle imagerie fonctionnelle du cerveau qui s'appelle le EEG de haute résolution. Alors, on va rentrer dans le dur. Le hardware, les réseaux. Qu'est-ce qui se passe quand on est créatif? Eh bien, dans un premier temps, on va activer ce qu'on appelle le default mode network. C'est ce qu'on appelle le mode par défaut, très mal nommé parce qu'en fait, c'est celui qui s'active quand on ne fait rien. Et autrefois, on pensait que quand on ne faisait rien, le cerveau était au repos. Totalement faux. Au contraire, il est extrêmement actif. Et c'est là qu'on va être créatif. On va rêver, inventer, créer des liens originaux entre les événements autobiographiques et les émotions passées. Vous voyez? On va aller chercher toutes les informations qu'on a stockées dans les zones que j'ai montrées tout à l'heure. Et puis, c'est automatique, c'est rapide, c'est associatif et c'est sans effort. Pensez le gars qui dort ou le gars qui se repose sous son arbre. Hein? Voilà, c'est ça. À ce moment-là, le mode par défaut, il est à fond. Là, on fait des associations nouvelles et intéressantes. Voilà, le mode par défaut, il est très dispersé dans le cerveau, mais on retrouve cette fameuse zone ici, temporale interne, qui sont les hippocampes et qui jouent un rôle majeur, je vous ai dit tout à l'heure, dans la fixation des informations. Donc, on ne crée qu'avec l'ancien, mais on crée du nouveau. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de souvenirs, ou si vos enfants ils sont occupés, si vous en avez, sur des écrans, etc., et qui ne sont pas à penser, à laisser le mind wandering, comme on dit, eh bien, ils ne seront pas créatifs. Et ça, on va l'observer dans les décennies qui viennent. Alors, le mode par défaut, c'est bien d'avoir les idées, mais il faut qu'elles soient pertinentes. Et bien pour ça, on a un circuit, figurez-vous, qui s'appelle le Science Network. Alors, en anglais, science, ça veut dire à la fois ce qui est pertinent et ce qui augmente le rapport signal sur bruit, vous voyez? Voilà, il y a les deux sens. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ce Science Network? Eh bien, il sélectionne ce qui est pertinent, ce qui est nouveau, ce qui est inventif, ce qui est beau, ce qui est utile, dans le FATRA que le Default Mode Network a activé. Vous voyez? Et il va sélectionner, il va rejeter les concepts qui sont évidents, les routines, les habitudes. On ne va pas faire du nouveau, donc on va pas créer. Et puis, il va favoriser aussi l'anticonformisme. Hein, ne pas se conformer à ce qu'on a déjà fait ou ceci qui est déjà fait. Voilà. Alors, ce Science Network, le voilà. Il implique plusieurs structures cérébrales, dont l'insula, enfin j'en parle en détail, et celle-ci, c'est le cingulum, ça c'est un point très important, c'est une zone qui va sélectionner les informations pertinentes, hein. Le cingulum interne, ici, voilà, antérieur. Une fois qu'on a sélectionné la bonne idée, je vous ai dit tout à l'heure, la créativité n'a pas de sens si on ne produit pas, et donc il faut organiser. Et là, il y a le Central Executive Network, voilà. Alors lui, il n'est pas rigolo, lui, mais il organise quand même, hein. Bon, et donc il va planifier, il va organiser, il vérifie l'adéquation avec le savoir-faire. Alors là, c'est contrôlé, c'est lent, c'est analytique, ça nécessite un effort. Bon, c'est un peu l'ENA, si vous voulez. Non, je rigole. Alors voilà le Central Executive Network. Vous voyez qu'il met en jeu beaucoup, ce qui a beaucoup augmenté chez l'Homo sapiens, c'est-à-dire frontal, pariétal. Voilà. Et ça qui a fait que probablement les Homo sapiens savent s'organiser, savent être inventifs et ont pris le dessus en quelque sorte sur les autres espèces d'hominidés, en tout cas jusqu'à novembre 2024. Les noyaux centraux. Alors les noyaux centraux, ils supportent l'expertise, le savoir-faire. Sans eux, on ne serait rien. Hein, alors les voilà. Hein, et ces noyaux centraux, le Central Executive Network va aller chercher les routines pour pouvoir exécuter ce qu'on a fait. Hein, mais si vous voulez peindre, il faut avoir appris à peindre. Si vous voulez faire de la musique, il faut avoir appris la musique, n'est-ce pas? Sinon, vous ne pouvez pas être créatif en musique. Voilà. Donc, c'est indispensable. C'est un peu casse-pied, ça demande beaucoup de boulot, mais sans eux, on ne peut pas créer, en tout cas correctement. Voilà. Et puis, il y a une voie qui est très importante, je vous ai parlé tout à l'heure de dopamine. La voie dopaminergique, elle a un rôle essentiel pour donner envie. La dopamine arrive et va arroser ces circuits-là, rechercher de la nouveauté, ce qu'on appelle seeking novelty, favoriser la curiosité, la prise de risque, mais pas trop,
favoriser la flexibilité, la fluidité d'une idée à l'autre. Et puis aussi, quand on a choisi l'idée, grâce à la dopamine, vous l'allez regarder. Si vous n'avez pas la dopamine, là, vous passez d'une idée à l'autre. Vous voyez, ça paraît paradoxal, mais en fait, le même neurotransmetteur va servir aux deux. Voilà. Alors, je vais vous illustrer ce que, en fait, de grands génies de la littérature, en l'occurrence, sans connaître les neurosciences, ont vraiment bien analysé ce qui se passait dans leur tête, et ça correspond exactement à ce qu'il y a en réalité dans les circuits. Pourquoi? Philip Roth, donc, est un excellent, enfin vous connaissez, voilà ce qu'il a écrit. Écrire les choses comme elles se sont passées revient à devenir esclave de sa mémoire, qui n'est qu'un élément mineur du processus créatif. Donc il a bien dit les choses en fait. On va chercher les éléments qui sont dans notre tête, mais on va créer du nouveau avec. Voilà. Et donc aller chercher les éléments, avoir une très bonne mémoire, ça ne suffit pas pour être créatif. Il faut s'appeler Philip Roth pour être créatif. Voilà. Et alors, il a parfaitement raison, et ce d'autant que le collègue de Beatty, qui est au MIT, à Harvard, a montré que les circuits qui sont impliqués dans se souvenir du passé, imaginer le futur et la créativité, en fait, sont les mêmes. Vous voyez que vous retrouvez les mêmes structures que le mode par défaut. Donc, encore une fois, on ne crée qu'avec l'ancien. Encore faut-il le faire à bon escient et associer de manière originale les informations anciennes. Voilà. Et encore faut-il qu'il y ait des informations, évidemment. Autre idée excellente, géniale d'Albert Einstein, c'est qu'en fait, quand on crée, eh bien, le cerveau est libre. Voilà. Et quand on veut créer, il faut, comme il l'a dit aussi, sortir de la prison de nos idées. Donc, la créativité, comme il l'a dit, c'est de l'intelligence qui s'amuse. C'est qu'on libère le mode par défaut. Laissons-le faire, il va créer du nouveau. Laissons faire. Probablement, d'ailleurs, que dans la qualité, le hasard joue un rôle. Il n'est pas impossible que dans le cerveau humain, on ait besoin du hasard, en fait. Et c'est ça qui probablement favorise la créativité, l'originalité. Voilà. Mais après, le hasard fait bien les choses, en quelque sorte. Encore faut-il sélectionner la bonne idée. Alors, Marcel Duchamp, que vous connaissez, dadaïste, a une excellente réflexion et qui illustre fort bien ce qu'est le Science Network. Voilà. Un artiste, un grand créatif, il va s'empêcher de faire ce qu'il a déjà fait. Sinon, c'est un artisan. C'est très bien d'être artisan, si vous voulez, mais pas un artiste. Et donc, comme il l'a dit, je me suis forcé à me contredire pour éviter de me conformer à mon propre goût. Ça, c'est typiquement le Science Network. Ne pas refaire ce qu'on a fait, et puis aussi sortir des sentiers battus, que diable. Voilà. On a bien besoin d'une Science Network. Hein. Et, des théories centraux, Aristote, pas mal comme penseur. Hein. Eh bien, voilà ce qu'il a dit. L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Partout où nous sommes, vous, moi, tout le monde, nous ne sommes bons que si nous refaisons. D'accord? Y compris pour les musiciens, etc. Être excellent, ça suppose avoir acquis l'expertise et ensuite, il faut s'en échapper pour créer du nouveau. Voilà. Donc, pour un grand artiste, de toute façon, forcément, ça passe par le travail. Et pour nous tous, pour tous les experts, ça passe d'abord par le travail. Et après, on sera inventif. Et les deux sont absolument indispensables. Miles Davis, vous connaissez, génial, musicien de jazz, improvisateur de génie. Voilà ce qu'il dit à un de ses élèves qui lui demandait « Mais comment on doit jouer, maître? Ne joue pas ce que tu sais, joue ce que tu ignores. C'est-à-dire, sors des sentiers battus, va chercher dans la profondeur, va dans les lieux centraux, va dans ton mode par défaut, hein, je traduis en hardware, et ensuite tu vas faire du nouveau. Si vous jouez ce que tu sais, en fait, vous jouez sur la partition, donc vous ne pourrez pas improviser. Hein. Et les circuits qui s'animent dans le cerveau quand on joue sur partition ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui s'animent quand on joue en improvisation. La vraie créativité, en fait. Picasso a dit « J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ». Alors, évidemment, dire les enfants, oui, ils sont créatifs. Oui, ils sont créatifs, certes. Ils ont un mode par défaut qui est assez libre. Hein. Ils n'ont pas de contraintes, dans le fond. C'est ça qui est bien chez eux. Hein. Sauf qu'ils n'ont pas l'expertise, évidemment. Bon, ça se travaille. Et regarde ce qu'a fait Picasso. Si vous allez dans le musée Picasso à Barcelone, vous verrez ses cahiers à l'école, sans arrêt, il dessinait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il a travaillé énormément avant d'arriver là. Hein. Et vous savez qu'il y a une anecdote qui dit, une admiratrice, vous voyez Picasso qui avait dessiné en 15 minutes un magnifique dessin, elle dit, mais maître, comment avez-vous fait pour faire ça en 15 minutes? Il dit, madame, 15 minutes et 60 ans. Renzo Piano, pour créer, il faut des contraintes.
hein. Si nous sommes totalement libres, il n'y aura pas de bonne créativité. Et c'est ce que dit bien Renzo Piano, architecte de génie. On est tenu par les contraintes, mais peut-on créer dans la liberté totale? Les contraintes réelles, celles de la vie, sont essentielles. Sans contraintes, nous serions perdus. Donc la bonne créativité, c'est aussi lié aux contraintes. C'est-à-dire que les contraintes, en fait, on est obligé de les contourner. Et pour les contourner, il faut être créatif. Voilà. Enfin, si on regarde les circuits qui sont activés dans le cerveau quand on est créatif, il y a ce qu'on appelle les grands C et les petits C. Les grands C, ce sont ceux qui sont spontanément assez bons créatifs, et puis les petits C, ceux qui le sont moins. Nous sommes tous créatifs, mais à plus ou moins bon niveau. Et donc, quand on regarde dans l'imagerie fonctionnelle cérébrale, ceux qui s'animent chez les grands créatifs versus les bas créatifs, avec les tâches de Dilaton Thinking dont j'ai parlé tout à l'heure, et on voit que les grands créatifs, en fait, ils ont des autoroutes. Alors que chez les bas créatifs, en fait, c'est le bazar. Vous voyez, c'est tous les circuits sont animés en même temps et on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Et donc, pour être grand créatif, eh bien, il y a des autoroutes. Et vous voyez que les autoroutes, ils empruntent les circuits que j'ai signalés tout à l'heure, le mode par défaut, le Silence Network, le Central Executive Network. Et vous voyez que ces trois circuits sont ceux qui ont été développés le plus récemment chez Homo sapiens, donc fronto-pariétal. Voilà, et ce n'est pas par hasard. Alors, ce qu'on a fait, nous, avec nos collègues, à partir du Mamou Hassan de chez Mandig, eh bien, c'est d'étudier en EEG fonctionnel 250 électrodes, et ce qu'on a les mêmes circuits qui s'animent qu'en imagerie IRM fonctionnelle. Hein. Eh bien, oui, on retrouve les mêmes résultats que BT avec le EEG fonctionnel. C'est un papier de cette année. Et l'élément intéressant, c'est que maintenant, nous, avec le EEG de haute résolution, on va pouvoir étudier la dynamique des circuits. Qu'est-ce qui se passe milliseconde par milliseconde quand on est en processus de création? Et donc ça, eh bien, je vous donne rendez-vous à Paris au mois de mai prochain et on présentera les résultats de nos études sur la dynamique des circuits pendant les épreuves de créativité. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à Paris si vous êtes intéressés. Et puis je vous remercie et je voudrais citer mes collègues, Mahmoud Hassan, qui est un ingénieur assez génial, qui sait analyser l'ensemble des données de EEG d'ensemble des électrodes, et puis ma collègue, le docteur Manon Offray, qui est pharmacologue, je peux dire de génie. Elle n'est pas là, je me permets de le dire. Voilà, je vous remercie beaucoup.